La plus précieuse des marchandises, un conte de Jean-Claude Grimbert. Chapitre 1. Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit poucet, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons. Dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid, surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait autour de ce bois la guerre mondiale. La guerre mondiale, oui, oui, oui. Pauvre bûcheron, requis à des travaux d'intérêt public, au seul bénéfice des vainqueurs occupant villes, villages, champs et forêts, c'était donc pauvre bûcheronne qui, de l'aube au crépuscule, arpentait son bois dans l'espoir, souvent déçu, de pourvoir aux besoins de son maigre foyer. Fort heureusement, à quelque chose malheur est bon. Pauvre bûcheron et pauvre bûcheronne n'avaient pas, eux, d'enfants à nourrir. Le pauvre bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. Pauvre bûcheronne s'en lamentait, elle, en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Elle priait donc le ciel, les dieux, le vent, la pluie, les arbres, le soleil même, quand ses rayons perçaient le feuillage, illuminant son sous-bois d'une transparence féerique. Elle suppliait ainsi toutes les puissances du ciel et de la nature de bien vouloir lui accorder enfin la grâce de la venue d'un enfant. Peu à peu, l'âge venant, elle comprit que les puissances célestes, terrestres et féeriques s'étaient toutes liguées avec son bûcheron de mari pour la priver d'enfants. Elle pria donc désormais pour que cesse au moins le froid et la faim, dont elle souffrait du soir au matin, la nuit comme le jour. Pauvre bûcheron se levait avant l'aube, afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêt général, et même caporal. La pauvre bûcheronne, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé, cette pauvre bûcheronne, donc, arpentait son bois en tous sens, recueillant chaque brindille, chaque débris de bois mort, ramassé et rangé comme un trésor oublié et retrouvé. Elle relevait aussi les rares pièges que son bûcheron de mari posait le matin en se rendant à son labeur. La pauvre bûcheronne, vous en conviendrez, jouissait de peu de distraction. Elle marchait, la faim au ventre, remuant dans sa tête ses vœux qu'elle ne savait plus désormais comment formuler. Elle se contentait d'implorer le ciel de manger, ne serait-ce qu'un jour, à sa faim. Le bois, son bois, sa forêt, s'étendait large, touffu, indifférent au froid, à la faim, et depuis le début de cette guerre mondiale, des hommes requis, avec des machines puissantes, avaient percé son bois dans sa longueur, afin de poser dans cette tranchée des rails, et depuis peu, hiver comme été, un train unique, passé et repassé sur cette voie unique. Pauvre bûcheronne aimait voir passer ce train, son train. Elle le regardait avec fièvre, s'imaginait voyager elle aussi, s'arrachant à cette faim, à ce froid, à cette solitude. Peu à peu, elle régla sa vie, son emploi du temps sur les passages du train. Ce n'était pas un train d'aspect souriant. De simples wagons de bois, avec une sorte d'unique lucarne garnie de barreaux dont était orné chacun de ces wagons. Mais comme pauvre bûcheronne n'avait jamais vu d'autre train, celui-ci lui convenait parfaitement, surtout depuis que son époux, répondant à ses questions, avait déclaré, d'un ton péremptoire, qu'il s'agissait d'un train de marchandises. Ce mot, marchandise, acheva de conquérir le cœur et d'enflammer l'imagination de la pauvre bûcheronne. Marchandises! Un train de marchandises! Elle voyait désormais ce train débordant de victuailles, de vêtements, d'objets. Elle se voyait parcourir ce train, se servir et se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à l'espoir. Un jour peut-être, demain, ou le surlendemain, ou n'importe quand, le train aura enfin pitié de sa faim, et au passage lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt elle s'enhardit, s'approchant du train le plus possible, l'appelant,
le hélant d'un geste, l'implorant de la voix, ou le saluant simplement quand elle était trop loin pour y arriver à temps. Enfin, quelquefois, une main dépassait d'une de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains lançait à son intention quelque chose qu'elle courait alors ramasser en remerciant le train et la main. Ce n'était la plupart du temps qu'un bout de papier qu'elle défroissait avec soin et un immense respect avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir ? Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, lorsque la faim se faisait trop sentir, lorsque le froid la mordait davantage, et afin que son cœur ne se serre pas trop, elle redépliait le papier, avec un respect religieux, et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire ni écrire, en aucune langue. Son bonhomme de mari savait, lui, un peu, mais elle ne voulait partager avec lui, ni avec personne, ce que son train lui offrait.